Annexe A, câble nul modem vers console. Vous trouverez un autre port Ethernet au-dessus des ports USB. Cet autre port Ethernet n'est pas une connexion Ethernet, il s'agit d'un port RS232. Il utilise simplement un connecteur Ethernet pour remplacer le connecteur RS232 que nous avons vu auparavant. Il fonctionne comme un câble nul modem, cross-wired RS232. Il fonctionne avec le protocole de communication de port série, il ne convertit pas la communication de port série en Ethernet. Voici le réglage pour établir une connexion de communication série à notre système via ce port. Vitesse 9600, BO, 8 bits sans contrôle de parité, pas de contrôle de flux matériel. Si votre PC n'a pas de port RS232, vous pourriez avoir besoin d'un autre câble pour convertir RS232 vers USB. Pour le câble pour convertir RS232 vers USB, il faut installer un pilote afin que le port USB soit reconnu comme un dispositif de port série, comme 5 ou comme 6 dans l'environnement Windows. Si vous êtes avec une machine avec port RS232, vous n'avez pas besoin de ce câble RS232 vers USB. Cela dépend du type de programme de terminal que vous préférez pour la communication de port série. Dans l'environnement Linux, nous utilisons généralement Minicom. Sur Microsoft Windows 7, nous utilisons un programme utilitaire public PATI pour la communication de port série. Dans la capture d'écran suivante, nous utilisons le port série COM6 et la vitesse de balayage 9600. Sur certaines versions, il utilise un 15200 sur le programme PATI pour nous connecter au système. Cela suit avec un message d'authentification. Si vous voulez utiliser des outils comme FDisk et MKFS.ext4 pour partitionner le disque dur et créer un nouveau système de fichiers, vous pouvez vous connecter avec root. Le réglage de mot de passe d'usine est root 123. Vous pouvez modifier le mot de passe via l'interface web également. Si vous voulez simplement réinitialiser l'adresse IP ou les paramètres du pare-feu après avoir corrompu le pare-feu, de sorte qu'il soit impossible d'accéder au système via les interfaces réseau, vous pouvez vous connecter avec recette avec le mot de passe root 123. Vous pouvez réinitialiser le mot de passe via l'interface web également. Et un écran textuel simple apparaît afin que vous puissiez utiliser les touches fléchées du clavier pour modifier l'adresse IP, le masque de sous-réseau et le passerelle ou revenir à la première configuration du pare-feu. Veuillez noter que les comptes route et recettes ne sont pas autorisés à être utilisés via Telnet. Mais si vous activez le serveur SSH, le compte route peut être exposé à des attaques. En général, il n'est pas nécessaire de se connecter via le port série, il est possible d'utiliser Telnet à partir de l'interface réseau pour exécuter FDisk ou MKFS.ext4. Cette méthode d'accès est conservée pour les utilisations d'urgence. Annexe B, formater un LUNISCSI, note, la fonction ISCSI n'existe que dans la version VED. Lors de la première utilisation d'un périphérique ISCSI sur le système, vous devez le partitionner et créer un nouveau système de fichiers dessus. Bien qu'il existe des interfaces web pour effectuer cette tâche, elles ne fournissent pas beaucoup d'informations ni ne permettent trop de manipulation. Par exemple, l'interface web partitionne toujours la partition de disque en deux partitions, une est Linux native et l'autre est Linux Swap, et le Linux Swap est toujours de 512 mégabits. Si vous souhaitez le gérer différemment, vous pouvez utiliser FDisk et MKFS.ext4 à partir de Telnet. Supposons que vous disposez d'un compte autorisé à utiliser l'accès Telnet au système et qu'un périphérique ISCSI/dev/SDB est disponible, vous avez toujours besoin du mot de passe route pour effectuer la tâche. Après vous être connecté au système via Telnet, vous devez utiliser la commande suivante pour devenir l'utilisateur root, $su, et taper le mot de passe de root, utilisez fdisk-l/dev/sdb pour vérifier l'état actuel de la partition. L'écran suivant indique qu'il n'y a pas de partition sur cet appareil. Ensuite, nous utilisons fdisk-dev/sdb pour démarrer la partition. Après avoir entré fdisk, vous pouvez utiliser m pour les commandes disponibles. Nous utilisons N pour créer une partition et utilisons P pour imprimer l'état actuel de la partition. Vous pouvez utiliser T pour changer l'idée de la partition et W pour confirmer le résultat et l'écrire sur le disque. Et n'oubliez pas d'utiliser udevstar pour créer les fichiers spéciaux des périphériques de bloc pour /dev/sdb1 et /dev/sdb2. Après le partitionnement, nous devons créer un nouveau système de fichiers avec mkfs.ext4 pour le rendre un système de fichiers ext4. Exécutez mkfs.ext4-dev/sdb1 comme suit. Puis la partition /dev/sdb1 est formatée.
Si vous utilisez la commande tune2fs pour décider à quelle fréquence le contrôle du système de fichiers doit être effectué, vous pouvez utiliser la commande suivante pour demander au système d'ignorer le contrôle du système de fichiers afin qu'il ne prenne pas trop de temps pour démarrer le système. dies-tunefc0i0-dev-sdb1 Ainsi, la partition du disque /dev-sdb1 est prête à être montée dans un répertoire local.